Bonsoir et bienvenue. Voilà, donc je m'appelle Panos Mathiera, je suis directeur de la Fondation Braillard Architectes. Et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue avec toute l'équipe de la Fondation qui est ici présente ce soir, Hélène Galezo, Diane Henny, Mélodie Simon et Gwenaël Zunino, avec lesquels nous avons mis en place depuis quelques années déjà cette série de conférences que nous avons appelée Transition Seeds et qui est une initiative qui invite les jeunes diplômés en architecture, urbanisme et paysage à présenter leurs travaux de diplôme qui ouvrent des questions critiques sur la transition écologique par les projets. C'est une expérience qui nous a prouvé son utilité depuis des années. Il y a eu beaucoup de discussions, on a eu plusieurs vagues, plusieurs, disons, saisons autour de cette question de la transition écologique par les projets. Et cette année, nous avons eu toute une série de conférences à partir de janvier dernier sur comment composer à partir du sol de ville en janvier, produire aux limites de la croissance en février, réveiller le potentiel écologique des friches en mars, et cette dernière session que nous avons intitulée Scénariser les territoires transitionnels. Un terme que je vais essayer un peu d'introduire, en partant quand même par une réalité actuelle et extrêmement difficile pour nous tous, c'est-à-dire une espèce de retour de bâton, un backlash comme on dit en anglais, une difficulté, un moment difficile pour l'écologie en Europe et dans le monde, politiquement difficile, avec ce qu'on voit aujourd'hui se passer sur le retour des politiques publiques à différentes échelles contre les décisions qui ont été prises déjà en faveur de l'écologie. On dirait, certains ont dit même que nous avons perdu 20 ans d'acquis, de conquêtes sur la transition écologique, sur la durabilité. Il est donc pour nous aujourd'hui question, avec vous, d'examiner le pourquoi du comment, de comprendre comment on peut reprendre ces retours de bâton ou ces retours de balancier dans un autre sens et préparer d'une autre manière ce que nous pensons être nécessaire, c'est-à-dire la mise en place d'une longue et complexe transition vers un avenir décarboné et résilient. Et c'est là, encore une fois, où la question se pose, qu'est-ce que c'est un avenir décarboné et résilient? C'est, on va dire, les deux rails de la transition écologique, et ces deux rails ne peuvent pas aller l'une sans l'autre. D'où la difficulté, et d'ailleurs l'intérêt, d'imaginer des scénarios qui puissent justement montrer comment on met sur ces rails, sur ces deux rails, en même temps, des territoires qui le souhaitent et dont les citoyens se sentent, disons, partie prenante d'un projet à long terme. Alors, cette scénarisation est une chose complexe et elle a besoin de beaucoup de monde autour, de beaucoup disons, de politiques, de systèmes politiques qui doivent s'accorder pour que ça puisse se passer. Et elles aussi, elles ont besoin de territoires, c'est disons d'espaces sur lesquels ces politiques seront appliquées, testées, retestées, échouées, recommencées, etc. Donc il faut justement, c'est peut-être aussi une raison politique aujourd'hui, c'est un discours politique dans le sens où, avec les élections européennes qui arrivent et tout ce qui nous arrive, il faut certainement expliquer à nos concitoyens que ce n'est pas une affaire qui se fait en noir et blanc et tout de suite, et que tout ça, c'est une histoire de test, d'effort et certainement d'expérimentation. D'où l'intérêt de mettre en avant ces deux projets que nous allons voir ce soir, qui, de deux manières différentes, expérimentent, projettent de manière assez puissante et assez fraîche, projettent disons, de futurs possibles à la fois d'un côté sur le Grand Rond, sur l'embouchure, donc sur le territoire de la Camargue, du Rhône, avec Liam Macaulay et Mathieu Burget qui sont aujourd'hui à Marseille, qu'on voit ici
donc physiquement à Marseille, avec l'école de Marseille, qu'on remercie pour avoir mis une salle à disposition de ces deux jeunes diplômés pour que cette présentation puisse être vue publiquement dans l'école, d'une part, et d'autre part, un autre paysage plus loin, enfin plus lointain, plus au nord, à la montagne. On part donc de la mer à la montagne, dans les Vosges, et sur le paysage de l'après-ski et sur le devenir des stations de ski dans le massif des Vosges avec Camille Hoppe et Marie Décharge, que je rappelle ont récemment reçu le prix Palpite, le palmarès Palpite en France, et nous les félicitons chaleureusement pour cette réussite, ce qui montre à quel point aujourd'hui ce type de réflexion est, disons, à la crête des questions qui nous intéressent et qui vont nous conduire à partir de maintenant. Alors, la Fondation Braya est vraiment contente de pouvoir accueillir ces deux projets, comme c'était déjà avec les projets auparavant. Nous allons donc, je vais laisser la parole aux deux équipes, et je rappelle que juste après ces deux présentations, nous avons invité une éminente spécialiste d'hydrologie, Carmen de Jong, professeure à l'Université de Strasbourg. Bonsoir Carmen, qui aussi enseigne dans le Transition Workshop de la Fondation Braillard Architecte. Donc nous avons déjà vu Carmen toucher des questions très complexes par rapport justement, en particulier, les questions des montagnes, de l'histoire du ski, si vous voulez. Elle a sa propre histoire assez mouvementée autour de ces questions sur les Alpes. Et en tout cas, Carmen va réagir sur ce deux projets de sa manière, de manière d'une experte sur la question, et suite à quoi nous allons ouvrir le débat plus largement au public de ce soir, qui est nombreux, et nous vous remercions d'être là. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose à Liam et Mathieu, qui se trouvent à Marseille, je rappelle, de prendre la parole. Bonjour à tous, merci d'être là en présentiel et en visio. Je vais d'abord faire un petit introductif pour rappeler les liens entre nos deux présentations. Donc, la conférence Transition Seeds de ce soir, intitulée Scénariser les territoires transitionnels, met en avant deux projets de diplôme, celui de Marie et Camille de l'ENSA de Nancy, ainsi que le nôtre de l'ENSA de Marseille. Nous cherchons tous les quatre à interroger le rôle des architectes dans la fabrique des nouveaux imaginaires, permettant de nous projeter collectivement dans la transition écologique. Nous travaillons sur des scénarios et des visions qui se veulent désirables et appropriables. Les deux projets de PFE que nous allons vous présenter mettent en œuvre des scénarios prospectifs dans deux régions différentes du territoire français, la Camargue et les Vosges, des écosystèmes extrêmement riches et fragiles dans lesquels nous cherchons à imaginer un avenir soutenable. Le premier titre proposé pour cette conférence à la Fondation Braillard, Du Grand Rhône à son embouchure, est issu d'une démarche que nous avons initiée dans le cadre de notre diplôme de fin d'études en architecture donc à Marseille, nourrie de notre curiosité, de notre volonté de décloisonner les disciplines à travers nos travaux de recherche d'abord, mais aussi par l'expérience de nos 2 années de master le long des littoraux méditerranéens, d'abord à Venise, puis en Camargue. Après avoir constaté le potentiel de notre démarche portée sur l'adaptation des littoraux au changement climatique, notamment la Camargue, et face à l'urgence à agir sur ce territoire, nous avons fondé notre collectif Sédiment, dont nous souhaitons porter l'activité sur 3 axes. Donc le premier qui est l'expertise systémique, le second l'aide à la décision et le troisième la prospection stratégique. Cette avancée dans notre parcours nous a donc amené à repenser le nom de la conférence pour ce soir, qui porte désormais le nom de Lagunalité de Camargue. La conférence de ce soir se structure en deux parties. Tout d'abord, nous allons tenter de déconstruire un peu le mythe camarguais avec cette évolution millénaire et comment progressivement elle s'est faite appropriée par l'occupation humaine. Et enfin, en deuxième partie, voir comment on peut faire du projet avec l'incertitude en proposant de nouveaux outils qui seraient utiles pour mener des politiques d'aménagement plus durables et plus cohérentes des territoires. Alors, la question que nous posons d'abord, c'est comment sommes-nous passés d'un territoire qui était en perpétuel mouvement sur des millénaires à un territoire figé, comme nous pouvons le voir après, qui est actuellement régi par l'occupation humaine. Le territoire de Camargue, comme nous pouvons le voir ici, c'est l'image donc la plus communément perçue par les habitants, est une construction récente, hein.
Ce territoire, donc fait de tout un outillage mécanique, de roubines, de canaux, de digues, fait de ce territoire-là aujourd'hui une sorte de territoire machine. Mais l'image de ce territoire, au final, quand on regarde cette longue évolution, n'est il peut être considéré comme une sorte de parenthèse dans cette histoire. L'évolution du territoire camarguais, lorsqu'on remonte dans sa longue histoire du temps, il y a moins de 10 millions d'années, était une sorte de vallée submergée, dans laquelle des forces marines liées à la mer, des forces fluviales liées au Rhône, venaient créer, au fur et à mesure du temps, un nouvel équilibre du littoral. Cet équilibre du littoral change, avance, recule, créant progressivement donc des percées, des reculs, jusqu'à aboutir donc durant l'époque aujourd'hui, à partir du XXe siècle, à un aménagement progressif de l'occupation humaine sur ce territoire. Progressivement, l'homme, venant grâce à sa croissance démographique, vient perturber, vient aménager, construire, restructurer ce territoire. Cette structuration, par l'arrivée du port du GPMM à Marseille, et du coup dans le golfe également de Fos-sur-Mer, est venue progressivement perturber cette grande évolution naturelle du territoire. Venant donc durant les années 80 consolider la forme urbaine, venant donc se rétracter au fil des époques, jusqu'à aboutir donc à une période plus actuelle de désindustrialisation et de friche perceptible dans le paysage. Aujourd'hui, donc, la question qui se pose dans ce territoire, c'est quel est le prix de la croissance sans limite? Qu'est-ce que cela engendre et vers quoi cela nous mène? On se rend compte que le territoire aujourd'hui a introduit un nouvel agent dans la manière de l'aménager, la question de l'homme, à travers les digues, les canaux, euh, de cette gestion mécanique du territoire. Quand on dézoome à l'échelle du bassin versant, on se rend compte de l'impact qu'a l'homme sur ce fleuve, à travers donc en plus d'un siècle, une diminution du débit hydraulique, passant donc diminuant de 90%, à, et également donc une diminution de son débit sédimentaire, passant de 40 millions de sédiments de tonnes par mètre cube par an à 6 millions. On se rend ainsi compte de l'impact qu'a l'homme dans ce territoire. Cet impact, comme on peut le voir ici, s'illustre par cette courbe dans laquelle, au final, on voit que l'évolution du temps long de la nature vient s'emballer progressivement durant donc la manière dont l'homme aménage et occupe ce territoire, conduisant donc à sortir cette longue évolution du temps, cette longue évolution naturelle, sortant de cette habitabilité un peu terrestre à à l'ancrer dans un nouveau référentiel, celui plus humain, plus court, dans lequel ces deux référentiels, dans lequel au final la question du temps long de la nature n'est plus en mesure d'adapter ces transformations, d'adapter la manière dont elle se transforme sur des millénaires, conduisant aujourd'hui à la question des étiolements de biodiversité, des disruptions écologiques et de tout ce qui peut engendrer dans ce territoire. C'est cette manière d'accélérer le territoire dans la question de l'aménagement peut se résumer, synthétiser autour de trois grands dogmes. La question de la vision un peu anthropocentrée du territoire, dans laquelle l'homme, par la manière de l'aménager, a l'impression qu'il a en quelque sorte une légitimité à l'occuper et et à l'aménager. La deuxième, la question du territoire figé, comment l'aménagement de digues, de canaux et de toute cette gestion maîtrisée et technique du territoire a conduit l'homme à avoir l'impression de maîtriser la nature. Et enfin, le troisième dogme, la question de la réduction de la systémique. Comment, par la spécialisation des sols, en ayant à l'est une Camargue industrielle, au centre une Camargue productive et enfin à l'ouest une Camargue touristique, on est venu détruire la systémique et progressivement séparer les entités donc plus naturelles. Cette question donc des dogmes d'aménagement est venue impacter ce fonctionnement vraiment naturel du territoire qui se focalise donc à différentes échelles. En venant rompre à l'échelle du bassin versant la question de la dynamique sédimentaire hydraulique, en venant détruire à l'échelle du fleuve les échanges entre le lit fluvial et sa plaine alluviale, au niveau de l'embouchure, en venant maintenir et figer l'embouchure actuelle comme nous la connaissons au niveau de Port-Saint-Louis. Et ensuite, ces trois phénomènes se traduisent dans la question du littoral et comment ils viennent impacter l'érosion accrue des plages et des cordons dunaires. Cette question de cette mise en récit du territoire, la question de ce temps long qui progressivement est aménagé, transformé par l'homme, se traduit donc ici. Comment progressivement l'homme détruit et insère un nouveau cycle de transformation du territoire. Comment il vient changer ses forces motrices naturelles pour devenir la nouvelle axe structurant du territoire. Face à ce constat
Et à l'urgence, nous nous sommes demandé comment le développement de nouveaux outils pour l'architecte qui intègre l'incertitude pourrait-il initier une transformation territoriale soutenable. Nous avons souhaité dépasser les outils traditionnels de l'architecte qui tendent à figer l'aménagement du territoire en identifiant les différents éléments qui structurent la Camargue. Cette pensée systémique repose sur la manière dont chaque élément interagit avec son milieu. Le choix des éléments leviers de projet repose sur leur capacité à déclencher des processus de transformation en chaîne qui soient vertueux et durables et que l'homme n'aurait qu'à accompagner plutôt que de maîtriser de bout à bout. Dans le paysage politique actuel, de multiples visions du futur se confrontent dans lesquelles chaque élément structurant de la Camargue pourrait être impacté de façon très différente selon les choix opérés par les acteurs de l'aménagement du territoire. Nous avons identifié trois courants dominants qui tendent vers des futurs radicalement opposés. Le premier, donc le scénario du déni, vous avez à gauche, qui serait la phrase business as usual. Donc, en fait, on appliquerait le principe de faire semblant qu'on est au courant de rien et après, on se retrouverait à devoir gérer des situations d'urgence et donc à devoir faire des replis assez spontanés. Le deuxième scénario est celui de la domestication. Donc, on part sur la base d'une croissance verte où le changement climatique est perçu comme un levier de croissance économique pour perpétuer un système défaillant. Et ensuite, le scénario de la diplomatie. Le scénario de la diplomatie, du coup, celui sur lequel on souhaite développer et s'ancrer pour transformer ce territoire, vient donc par un ensemble de processus déclenchés permettre une sorte de restauration de ce fonctionnement un peu naturel, de cette longue évolution du territoire que nous avons vu entre réenclencher du coup le fonctionnement naturel du fleuve face à la mer. Comment au final les deux permettent de créer un nouvel équilibre du littoral, venant ainsi, par cette nouvelle géographie lagunaire, permettre l'absorption du changement climatique. Du coup, c'est vraiment ce principe-là, comment le déclenchement de processus permet l'instauration d'une évolution naturelle pour ensuite permettre l'absorption de ce changement. Et ensuite, dans ce nouveau changement-là, dans ce paradigme qu'on tente de dépasser, on va ainsi permettre à la société, par ces actions successives, de développer des synergies plus partagées, plus durables avec cet nouvel environnement, permettant ainsi de mettre fin un peu à l'opposition qu'on a actuellement entre homme et nature, mais permet une sorte de construction, de coexistence entre la société et le milieu naturel, hein. Cette esquisse d'un projet de transition se ferait donc à deux vitesses, entre d'un côté l'urgence et d'un autre la résistance. Comment au final, par la réponse avec des actions à court et moyen terme, nous pouvons répondre à la question de l'adaptation face aux nombreuses vulnérabilités qui vont apparaître dans le territoire liées à la montée des eaux, liées au réchauffement climatique. Et ensuite, durant ces différents processus que nous allons déclencher à travers ces actions-là, nous allons pouvoir parallèlement mettre en place une sorte de plan de transition sur le long terme, permettant ainsi, comme on peut le voir ici, de sortir de cette inertie progressivement pour venir s'ancrer sur un nouveau référentiel beaucoup plus lent de celui, non, comme nous l'avons vu, le référentiel plus terrestre, plus long des cycles naturels. Dans ces actions, qui seront à la fois ciblées et mesurées, se focaliseront donc à différentes échelles, à l'échelle du territoire, comme à l'échelle donc, du Grand Rhône, d'une vallée de pêche, mais également des échelles donc, plus urbaines, hein, comme on peut le voir ici, en travaillant sur la ville de Port-Saint-Louis. C'est vraiment une démarche qui pourrait être fractale, se déclenchant donc sur différents éléments structurants du territoire, jusqu'à l'échelle architecturale, hein. Ces actions manifestes dans leur mise en œuvre, elles se regroupent dans quatre grandes catégories. Une nouvelle politique de l'eau, un nouveau modèle agricole, de nouveaux modes de vie à la fois par une adaptation géographique, mais aussi par la transformation de l'environnement bâti. Donc le premier grand projet que nous souhaiterions mener en Camargue serait la restauration du processus naturel du fonctionnement du Rhône, de façon à ce qu'il redevienne source de protection et de fertilité pour sa plaine alluviale. Cela passe par des interventions phasées et ciblées, de décorsetage, par exemple, ou d'élargissement, consistant en des élargissements de lits pour reconstituer des nouvelles ripisylves et créer un nouveau milieu vivant très développé. Et ensuite, le, le deuxième grand projet en Camargue serait donc la vallée de pêche. Grâce à notre expérience à Venise,
nous avons pu importer le modèle de la vallée de pêche qui permet une recomposition des sols productifs en Camargue. Donc, cette recomposition, elle permettrait de venir protéger les écosystèmes et l'activité humaine par une série de strates paysagères productives. Donc, dans une phase, vous auriez ici à gauche, par exemple, la Méditerranée, euh, avec ensuite la construction de remblais sur lesquels viendraient s'installer des prés salés pour permettre le pâturage et une revégétalisation. Entre ces prés salés viendraient s'installer des canaux, donc des vallées de pêche, dans lesquels on pourrait se développer de la pisciculture. Ensuite, ces canaux, donc saumâtres, seraient traités par des plantations de peupliers sur des grands linéaires qui permettraient de retenir la salinité et par derrière de planter des rizières qui, donc, comme vous savez, le riz permet de désaliniser les sols. Et en fait, toutes ces étapes progressives de désalinisation, elles permettraient de créer une barrière naturelle sur des vastes périmètres qui ensuite permettraient de conserver des pratiques agricoles telles que la céréaliculture ou bien même le maraîchage. Euh, donc on voit ici comment une transformation, elle peut permettre de sauvegarder ou enfin, de protéger un secteur agricole et de réguler en même temps la salinité des eaux. Le, la montée des eaux, elle va pas faire disparaître le paysage camarguais, mais plutôt donc le transformer, le recomposer en un vaste milieu lagunaire. Des manières d'habiter donc, qui préexistaient, ancestrales, et qui ont complètement disparu aujourd'hui, vont réémerger. On va devoir réapprendre à vivre de façon peut-être nomade et en se déplaçant en bateau entre des archipels qui pourraient être habités et cultivés, par exemple. Une grande partie de l'existant à Port-Saint-Louis-du-Rhône, notamment le logement collectif, comme l'a cité le Vauban, possède de grandes capacités de mutabilité et pourrait devenir exemplaire en changeant l'usage de leur sol, en les déminéralisant, en restaurant leur productivité, en créant des îlots de fraîcheur, comme vous pouvez voir partout, en plantant des vergers, par exemple, ainsi que en rénovant le logement qui préexiste par des réhabilitations en habitat bioclimatique et des densifications, simplement en reprenant donc, les plans existants et en les épaississant ou en rajoutant des modules, sans avoir à démolir pour reconstruire ou faire déménager des gens. Comme vous pouvez voir donc, ici dans cette coupe, où le principe qu'on a élaboré et qui pourrait se réappliquer sur la plupart des cités de Port-Saint-Louis-du-Rhône serait simplement de venir construire des doubles pots, enfin, des nouvelles façades qui offriraient une pièce en plus pour chaque habitant et qui permettraient aussi de donc, lutter contre le surensoleillement des logements. Euh, donc c'est plein de principes comme ça qu'on vient décliner en fait sur tout le territoire et qui sont reproductibles. Ainsi, donc, par la prise de conscience de ce dysfonctionnement un peu du territoire, qui était engendré donc par ces grands dogmes d'aménagement que nous avons pu décrire, nous avons également pu, donc, dans cette conférence, venir esquisser ce projet de transition. Comment on peut passer donc d'une accélération de la transformation du territoire à un projet de transition à deux vitesses. Du coup, la question de la réponse à l'urgence avec des actions ciblées et phasées, et comment donc ces actions ciblées et phasées peuvent, sur du long terme, venir enclencher un processus de désaccélération, permettant ainsi le rephasage du temps long de l'homme dans le temps long de la nature. Cela permet ainsi donc de voir le changement climatique non de manière défaitiste, comme on a souvent tendance à le voir en ayant peur, en voyant que les côtés négatifs, alimentés par la presse qui sont pendant pour ça, mais voir comme une opportunité pour adapter nos modes de vie, nos pratiques, pour mener donc une transformation plus durable de nos territoires. Donc, cette présentation de la conférence s'ancre dans des réflexions que nous portons encore actuellement, dans lesquelles nous cherchons aujourd'hui à venir donc sortir un peu la démarche théorique et un peu abstraite que pourrait avoir ce projet-là, pour l'ancrer davantage dans la réalité opérationnelle, en venant donc interroger les jeux d'acteurs, les temporalités, la question de la juridiction, de l'économie de moyens. Comment au final ces différents facteurs viendront impacter les moyens qui sont à notre disposition pour mettre en place ces actions phasées et ces types d'interventions dans le temps. Parce qu'en fonction des jeux d'acteurs et temporalités, on pourrait à ce moment-là avoir des dispositifs différents. Donc ces différents réflexions
Nous avons pu les mener à l'occasion de différents projets, comme là, à l'occasion de la table ronde que nous avons eue à l'UFM, à l'Union pour la Méditerranée, à Barcelone, en janvier dernier, ou bien durant les discussions qu'on a eues au Festival de Camargue avec les habitants locaux qui nous ont permis de prendre du recul vis-à-vis de nos démarches et des inquiétudes qu'ils pourraient avoir sur l'avenir de leur territoire. Ensuite, on arrive à la fin de cette présentation et si vous avez plus de questions ou si vous souhaitez échanger autour de ça, vous pouvez venir nous envoyer un mail sur le lien suivant du collectif sédiment@gmail.com ou bien nous suivre sur Instagram au lien suivant. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu et Liam. Nous sommes heureux de voir que vous avez été très actifs. Vous n'avez pas chômé pendant un an, d'après votre diplôme. Et félicitations pour avoir mené ce travail en parallèle. Les acteurs du territoire là-bas ont de la chance de vous avoir à leur disposition. Et donc, je passe la parole directement à Camille Opé et Maëlle Descharges. Bonjour à tous. Du coup, nous sommes Camille et Marie, donc deux jeunes architectes diplômés de l'école d'architecture de Nancy. Et on est donc ici pour vous présenter notre projet de fin d'études intitulé Les paysages de la presqu'île et qui traite plus particulièrement d'une station de ski dans le massif des Vosges. Donc ce sujet il tient principalement son origine de l'actualité, donc de l'hiver dernier, voilà, qui a fait suite à notre sujet, mais encore cette année qui est un sujet toujours très médiatisé, comme en témoignent voilà, ces quelques articles qu'on a pu rassembler. Mais surtout, il nous plaît de dire que ce projet, il a débuté avec ce dessin que j'ai fait il y a 19 ans. Alors, on y voit écrit: nous sommes allés marcher dans les Vosges, j'ai cueilli beaucoup de fleurs, nous avons pique-niqué et goûté dans une ferme auberge de montagne. J'ai fait de la luge sur de la vraie neige. Cet attrait particulier pour la montagne vosgienne et pour la neige était finalement un peu les points de départ de ce PFE. Donc c'est en réalité une narration à 14 voix qu'on va vous faire, puisque vous allez retrouver tout au long de notre discours et sur les diapositives des citations de tous les différents acteurs qu'on a pu rencontrer. Ainsi, la présentation s'organisera en chapitres qui raconteront justement l'histoire de ce projet et de ces rencontres. Alors cette histoire, elle prend racine dans les vallées du massif vosgien où la neige se fait de plus en plus rare au fil des saisons. Donc c'est un paradoxe pour ces terres qui étaient autrefois pionnières dans les sports d'hiver. Le temps passe et les saisons semblent se fondre les unes dans les autres. Les paysages de montagne sont en pleine mutation. Et finalement, notre histoire, elle débute il y a 630 000 ans, pardon, dans le massif des Vosges. C'est finalement là où on retrouve les stations de ski aujourd'hui. C'était à l'origine des grands cirques glaciaires, donc des territoires complètement recouverts de glace, qui aujourd'hui, donc, on retrouve encore de la neige dans une moindre mesure, mais qui sont aussi largement recouverts par les sapinières vertes qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, c'est ces territoires de montagne qui connaissent les changements qu'on commence à observer aujourd'hui. Et finalement, c'est ce qu'on a tout au long de notre PFE aimé appeler, on va dire, l'équation du plus égale moins. Pour nous, ça signifie que plus 1 degré de température, ça conduit à 1 mois d'enneigement en moins chaque année. Et finalement, si on se rappelle un petit peu le rapport du GIEC, on imagine avec le scénario le plus optimiste 1 degré supplémentaire chaque année de température d'ici à l'horizon 2040 et avec le scénario le plus pessimiste, 4 degrés d'augmentation de température. Donc ça vous laisse imaginer à quoi pourraient ressembler les massifs des Vosges dans très peu d'années finalement. Pourtant, pendant près d'un siècle, la neige elle a été le catalyseur d'un essor économique fulgurant. Elle a été créatrice d'emplois, moteur de florissement économique, et elle a aussi été le prétexte d'un développement touristique qui a été symbolisé donc par toutes les stations de ski, qui ont surtout été concentrées au sud du massif dans les Vosges, qui était autrefois agricole et reculé, et qui se trouvait à cette époque en pleine crise du textile.
Donc, cette économie, qui est souvent décrite comme fortement dépendante de la neige, elle s'ébranle peu à peu. 41% des stations de ski qui étaient présentes au début du siècle dans le massif ont désormais disparu, dont la moitié déjà en partie à cause du manque de neige. Et pour nous, finalement, même si le changement qu'on est en train de décrire, il peut sembler assez brutal, ce qu'on a essayé de mettre en avant tout au long de notre PFE, c'est toutes les ressources enfin, les ressources dont dispose le massif des Vosges pour rebondir. Et finalement, chacune des ressources, elle deviendrait un petit peu comme un miroir des spécificités des territoires du massif des Vosges. Et pour nous, c'est vraiment ces premières réflexions qui, vous le verrez, ont été au cœur de notre travail. Pour autant, aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est sur ce principe que se fonde le tourisme. La singularité, elle laisse plutôt place à une forme de banalisation du tourisme. En fait, le massif des Vosges, il est entouré de différentes aires urbaines et chaque week-end et chaque vacances, le massif des Vosges voit venir un flot de touristes. Donc, on peut dire que ce massif, il est un peu perçu comme le jardin de la métaville qui est constitué par ces dizaines d'aires urbaines. Donc, face à cette standardisation du tourisme, l'importance d'un projet de territoire est devenue de plus en plus évidente. L'idée, c'est pas vraiment de stopper le tourisme, mais plutôt d'en repenser les logiques en se basant sur la mise en valeur des ressources et non plus sur leur consommation. Donc, c'est à partir de cette idée qu'il nous a semblé évident d'imaginer le devenir des stations de ski. Il fallait inscrire le projet touristique dans le projet de territoire et non plus l'inverse. Pour autant, pour nous, on ne pouvait évidemment pas traiter l'ensemble des différentes stations de ski et leurs villages associés dans le enfin, dans le massif des Vosges, pardon. Donc, on a essayé de commencer notre travail par un tableau finalement comparatif des différentes stations de leurs villages associés, et c'était vraiment un tableau comparatif assez subjectif, mais pour nous aider progressivement à définir la station sur laquelle on allait travailler. Et notre choix, il s'est finalement porté donc, sur la station de l'Ermitage Frère Joseph, qui est associée donc, au village de Ventron. C'est une station, on va dire, de taille moyenne qui est restée familiale et qui est très importante pour l'histoire du ski dans les Vosges, car elle a appartenu jusqu'il y a 3 ans encore à la famille Le Duc, qui a vu une partie de sa famille voilà, enfin, champion de ski pendant des années. Et ce qui nous a fait porter notre choix sur cette station, c'est sa fermeture il y a 3 ans pour plusieurs raisons, notamment à cause de la diminution de la neige, mais aussi en raison du décès de son propriétaire, qui lui commençait progressivement à imaginer pour la station un avenir sans ski. Et pour nous, sans aller à l'encontre de ce qui est en train de se faire pour la station, et on en parlera plus tard, ça nous a semblé intéressant d'essayer d'inscrire notre travail voilà, dans les réflexions qui sont en cours avec deux nouveaux propriétaires pour la station depuis 2 ans maintenant. Donc, on avait la station, il nous restait plus qu'à aller la découvrir sur le terrain. Donc, on est parti arpenter les routes vosgiennes avec notre petite Clio rouge et on a découvert Ventron et on a décidé de rencontrer donc différents acteurs du territoire. Donc, ils étaient 14, un peu à l'image des cairns, les petits édifices qu'on retrouve le long des chemins de randonnée. Ce projet, il s'est vraiment façonné au fil des rencontres et des échanges qu'on a pu avoir. Donc, en fait, ils étaient élus locaux, doctorants, météorologues, etc. Et suite à les différentes personnes qu'on a pu rencontrer, les entretiens qu'on a pu faire, on s'est rendu compte que même une fois qu'on avait choisi la station de Ventron, on ne pouvait pas limiter notre étude seulement à la station et à son village associé. Donc c'est là qu'on a retravaillé à différentes échelles, à la fois l'échelle du parc national des Ballons des Vosges, l'échelle qu'on a qualifiée d'échelle du système qui correspond à l'échelle du village de Ventron, mais aussi à d'autres villages associés qu'on verra juste après. L'échelle du village et de sa station, et après l'échelle de la station elle-même. Et c'est là qu'on a pu proposer une proposition architecturale au niveau de la station, et c'est ce qui a un petit peu conclu toutes les réflexions qu'on avait pu avoir à toutes les échelles précédentes.
Et donc rapidement, on ne va pas détailler chacune des thématiques qu'on a traitées pour ce qu'on a qualifié de l'échelle de Ventron et des communes à côté. Mais ce qui en est ressorti surtout, c'était de se dire que chacune des communes alentour à Ventron et le village de Ventron lui-même, c'est des villages finalement qui sont dans des dynamiques de développement différentes, plus ou moins liées au tourisme. On ne doit pas chercher à ce que chacun des villages atteigne le même niveau de développement et le même niveau d'accueil de touristes, puisque justement on cherche un tourisme un peu plus ralenti. Mais c'était au contraire faire ressortir chacune des qualités et des spécificités de ces territoires-là en les rendant plutôt complémentaires que concurrents. Et du coup, de cette manière-là, c'était voir, nous, comment Ventron s'inscrivait dans cet ensemble composé de plusieurs communes. Donc dans cet écosystème, à la frontière entre le Haut-Rhin et les Vosges, se trouvait donc la station Frère Joseph et son village Ventron, qui est tiraillé entre la pratique du ski et aussi son héritage agricole qui est inscrit partout dans ses lignes paysagères. Donc là, on a quelques photos du village et de l'agriculture au sein du village. Maintenant, comme on a pu le voir avant, Ventron, il est composé de ce qu'on a défini comme plusieurs strates, à la fois ces strates bâties, paysagères. On retrouve à la fois le passé agricole du village, mais aussi son passé avec deux industries textiles qui sont situées aux différentes entrées du village. Et après, le développement touristique avec la station de ski. Et nous, il y a un point qui nous a intéressés, c'est finalement qu'on s'est rendu compte que le village de Ventron, son paysage, il était marqué par de nombreuses fermes qui sont implantées partout sur les coteaux du village. Et pour autant, cette soixantaine d'exploitants, ils valorisent très peu finalement leurs produits sur le territoire. Donc là, c'est un cas un petit peu précis, mais on a pu voir que l'île était acheminée à plus d'une demi-heure de route dans les grandes industries proches, plus ou moins éloignées de Ventron, et que par la suite, 34% du volume laitier il sera encore exporté vers d'autres pays pour une marge finale de plus de 43%. Donc finalement, le territoire proche de Ventron et le territoire lui-même, il profite assez peu de ses propres ressources. Et donc ça nous a fait nous poser deux questions. Ne serait-ce pas le signe de tendre vers une économie relocalisée et bénéfique pour le territoire, mais aussi toujours en lien entre les habitants et les touristes. Et si le touriste est devenu le moteur du territoire hier et aujourd'hui, le territoire ne pourrait-il pas être le moteur du tourisme de demain? Pour autant, si on s'intéressait à l'agriculture, lors des différentes rencontres qu'on a pu avoir, on a bien compris que le poids économique du ski, il était sur toutes les lèvres. Pour eux, rien ne compensera ou ne pourrait compenser cette perte. Pourtant, si on regarde bien finalement le système, la logique des sports d'hiver, les touristes viennent, ils dépensent la plus grande partie de leur budget dans les remontées mécaniques qui finalement n'alimentent que les exploitants. Donc on s'est dit que le territoire qui était autrefois vivrier ne devait idéalement plus dépendre du tourisme, mais le tourisme, lui, devait dépendre du territoire. Donc pour ça, on a imaginé un projet qui était amené par 3 phases clés qu'on peut voir sur la coupe, qui sont amenées selon 3 sites différents, du village jusqu'à la station, avec 3 objectifs, donc en contrebas, informer, découvrir et ensuite partager les savoir-faire. Alors on va maintenant voir comment ça se traduit concrètement. Donc voici l'image du tremplin de saut à ski qui est situé à quelques minutes à pied du centre du village, qui constitue donc la première étape imaginée pour le projet. Donc dans une volonté de lier justement station et village, l'idée c'était de repartir du symbole que représente ce tremplin pour créer un véritable point de départ. Donc longeant le petit ruisseau ponctuellement aménagé, le premier bâtiment qu'on a surnommé le relais de l'histoire du ski, mais aussi de Ventron, se dévoile donc sous les branchages de la végétation hydrophile. Et pour nous, avec ce premier bâtiment, il était surtout question d'informer les visiteurs à la fois sur l'histoire du ski de façon générale, mais aussi sur l'histoire et les paysages de Ventron.
Et donc, on avait une première partie du bâtiment qui accueille un lieu donc, d'exposition et d'information lié au sujet cité juste avant. Et on avait l'autre partie du bâtiment, pardon, qui, elle, était davantage liée au village et à ses habitants, parce qu'on voulait essayer à chaque fois de proposer voilà, des programmes qui correspondent, enfin, qui servent à la fois aux touristes de passage, mais aussi aux locaux et aux personnes qui vivent à l'année dans ce village. Et donc là, sur cette partie-là, on a un espace d'échange, un espace de vente de produits locaux et un premier point informatif sur le village et ensuite la station. Et en partant de ce point de départ du village, donc on a essayé de proposer un cheminement qui permet de faire découvrir aux touristes par la lenteur finalement différents points. Alors on en a choisi 14 en référence aux 14 croix du chemin de croix qui relient le village à la station de Ventron. Et ces différents points qu'on peut qualifier un petit peu de belvédère rejoignent le point bas du relais au niveau du village jusqu'à la station. Voilà, et c'est un chemin d'une durée d'environ 1 heure et demie. Donc l'objectif, c'était que chacun des belvédères imaginés propose une vision différente du territoire. Et il y avait aussi derrière ça l'idée de questionner le rapport entre paysage et le rapport du corps dans l'espace. Donc là, on a quelques visuels des belvédères imaginés. Et peu à peu, donc ces cheminements conduisaient vers la station jusqu'à aboutir à la tourbière et le point de départ des remontées mécaniques qui était symboliquement transformé en observatoire de la faune et de la flore du site. Alors maintenant, la photo que vous avez sous vos yeux, c'est des premières photos qu'on a pu faire à Ventron lors de notre première venue au niveau de la station. Donc on avait découvert la station vraiment sous une atmosphère brumeuse et assez froide, mais ça ajoutait vraiment un côté mystérieux à la station qui nous a rapidement emporté, on va dire. Et là, donc, sur ces différentes photos, vous pouvez voir la station donc, qui est donc aujourd'hui à l'arrêt. Et ça, c'est le même jour, mais l'après-midi où la station, elle s'est dévoilée vraiment sous une toute autre atmosphère avec un ciel ensoleillé et qui a encore encouragé notre envie de travailler sur cette station. Alors ici, on voit la station donc depuis les pistes et on peut remarquer de gauche à droite, donc en bas, la tourbière. Ensuite, on a l'ancien poste de secours et point d'accueil pour la vente des forfaits. Puis on a l'hôtel des Buttes pour laquelle la réhabilitation vient de débuter. On a ensuite la chapelle classée et une esplanade vide qui a été laissée par la démolition de l'ancien hôtel de l'Ermitage. Donc il faut savoir vraiment qu'ici, il y avait un ermite qui vivait, et donc c'est pour ça qu'il y a une chapelle et toute cette histoire liée au chemin de croix. Donc malgré notre enthousiasme à proposer un projet pour la station, on s'est longtemps interrogé sur l'idée de reconstruire ou non sur cette station. Donc dès le mois de mars, on a rencontré Monsieur Larrière, qui est ABF à l'UDAP des Vosges. Et pour lui, la position, elle devait être très claire, c'est qu'il fallait pas reconstruire sur la station. Quelques jours plus tard, on a eu des rencontres avec justement des acteurs du parc qui témoignaient, eux, de positions assez différentes. Donc finalement, ce projet, il se veut être un compromis entre ces deux visions contrastées. Il n'est plus question là d'un énième projet hors sol, mais d'un véritable projet ancré pour son territoire. Donc une fois la décision prise de construire, on devait choisir comment nous positionner, à la fois par rapport à la composition paysagère du site, les circulations, les accès, le devenir des bâtiments existants, mais aussi les histoires que devaient porter les futurs bâtiments. Donc, en réponse à ces réflexions, le projet il propose l'infiltration d'une prairie, comme on retrouvait autrefois autour de la ferme auberge, parce que comme beaucoup de stations de ski dans les Vosges, cette station elle était à l'origine d'une ferme auberge qui a au fur et à mesure du temps évolué avec un fil à neige, etc. Donc à chaque séquence ici, l'idée c'était qu'il y ait une articulation qui soit créée entre le bâti et le paysage qui dialogue. Donc, les espaces paysagers proposent différents degrés d'aménagement. On a la tourbière, la pelouse centrale, la clairière devant la chapelle, ainsi que le jardin d'altitude et la prairie habitée.
Et là, donc, sur cette coupe, on va retrouver les différents niveaux de la station. Donc, on va dire le niveau bas avec la tourbière qu'on a souhaité redonner à la nature, entre guillemets, en la laissant libre de toute nouvelle intervention. La partie poste de secours et bureau, ça devient le premier point d'accueil et les bureaux restent des locaux administratifs. L'hôtel des Buttes dont on a parlé juste avant, lui, sa réhabilitation est en cours et donc on n'a pas voulu aller à l'encontre de ce projet. Et en complément donc, de l'hôtel qui est en train d'être réhabilité, nous, on a choisi d'inscrire notre intervention sur la partie haute de la station avec ce premier bâtiment qu'on a appelé la vitrine, une vitrine des savoir-faire locaux, et ce deuxième bâtiment, un bâtiment de production agricole qu'on a appelé la fabrique. Donc, dans un jeu de vide et de plein, justement pour dialoguer avec ce paysage, au sein d'une trame régulière, le bâtiment il propose au nord un espace de séminaire. Puis, il propose dans sa partie centrale un café associatif qui est accompagné d'un fournil collectif qui serait largement appropriable par les habitants. Donc, l'idée, c'est justement d'inciter les locaux à revenir sur la station et de continuer à maintenir justement ce lien station-village qui est si important. Donc, les locaux, au travers d'ateliers de cuisine qui seraient organisés autour de la flore de montagne, pourraient ainsi faire véritablement découvrir leur territoire. À la suite de ça, le bâtiment coupé en deux accueillerait sur sa partie sud un atelier pour un artisan faisant du textile qui est aussi un des symboles du massif vosgien. Donc le bâtiment, il porte une grande attention au soleil, au vent et à la pluie, qui est matérialisée donc par une toiture à un pan qui vient s'incliner vers la prairie. Le bâtiment est construit en bois, réactivant le droit à l'affouage, et il se compose donc d'une ossature bois, d'une laine de mouton et des scies en toiture, qui sont des ressources symboliques dans ce territoire marqué par les schlitters et par l'agriculture. Et pour le deuxième bâtiment, donc celui de production fromagère, l'idée principale de ce bâtiment, c'était surtout de rendre lisible un processus finalement avec vraiment dans la continuité, dans ce sens-là, une lecture du bâtiment assez claire entre l'espace de livraison de production, l'espace, on va dire, de séchage et ensuite l'espace de vente pour avoir à la fois dans un premier temps donc ce lien au territoire direct avec les producteurs proches de la station et du village et ensuite ce lien pour les touristes mais aussi pour les locaux à ces savoir-faire et à ce territoire, enfin à ces productions locales, pardon, avec cet espace direct de vente. Et pour ce bâtiment, pour l'inscrire et essayer d'avoir une intervention assez minimale au niveau de la station, on avait à la fois une toiture végétalisée qui vient sur toute cette partie-là, dans la continuité des pistes de la station de ski. Et sur cette partie-là, pardon, pour alléger l'ensemble au niveau de la coursive extérieure, une toiture en essie qui sont des petites tuiles de bois qui sont utilisées à la fois en façade mais aussi en toiture, notamment dans les territoires des Vosges. Et voilà, c'était essayer de réactiver aussi ces savoir-faire traditionnels. Alors si depuis le début de l'oral, on parle de différentes thématiques, des ressources, de la consommation de l'espace, du tourisme, etc., il faut rappeler que le projet il est représentatif d'un moment T qui serait inévitablement amené à évoluer. Donc, en effet, comme Michel Chadefaux, géographe à l'UPA, l'a défini, un produit se définit par trois parties, une phase de création, une phase de maturité et une phase généralement d'obsolescence. Donc, un projet se doit d'être évolutif. Dans ce sens, on a défini des curseurs qui pourraient davantage être poussés dans le futur. Et bien que ce soit assez subjectif finalement et que nos connaissances, elles sont assez limitées sur chacune des thématiques qu'on avait choisies, on a quand même essayé avec Camille de définir 8 thèmes donc, qui nous paraissaient importants. Et ce qu'on a essayé de faire, donc, c'est de superposer ces différents thèmes et d'inscrire en fait la construction, enfin, voilà, qui n'arrivera pas, mais
de nos deux bâtiments selon des temporalités différentes et qui mettrait du coup à des niveaux différents les différentes thématiques. Donc là, vous retrouvez sur la gauche, sur la droite, pardon. Et ces thématiques-là, pour nous, l'idée et ces deux temporalités différentes, c'était de s'inscrire un petit peu dans la charte du parc naturel des Ballons des Vosges. Donc on a la charte actuelle qui prend fin en 2027 et ça correspondrait finalement au bâtiment qu'on a appelé la vitrine et du coup qui placerait ses curseurs plus ou moins hauts selon la temporalité actuelle. Et le deuxième bâtiment, la fabrique, qui lui viendrait s'inscrire plus tard et donc potentiellement dans la deuxième charte du parc national des Ballons des Vosges, où là, les enjeux auraient encore évolué et du coup, on place différemment les différents curseurs et les différentes thématiques qu'on avait essayé d'intégrer dans notre projet. Finalement, pour les différentes raisons qu'on a évoquées depuis le début, l'idée c'était que le projet s'efface au profit du paysage sur la station. Donc là, on voit les deux bâtiments construits. Et donc finalement, si pendant plusieurs semaines, on avait l'impression qu'il était nécessaire de retrouver un nouveau point fort pour le massif des Vosges, il semblerait en réalité que ce massif dispose déjà de toutes les ressources nécessaires pour rebondir. Donc peut-être que la représentation de la montagne de Gaspard Friedrich représente tout ce dont la montagne a besoin, c'est-à-dire s'appuyer sur ce qu'elle a déjà. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marie et Camille, pour cette très belle présentation et ce final absolument superbe sur Caspar David Friedrich. Ça ne pouvait pas être mieux. Alors voilà, puisqu'on s'approche à la culture allemande des grands pas, on passe directement la parole à Carmen de Jong, qui sera certainement à prendre l'oiseau dans le vol. Et Carmen, voilà, la parole à toi. Comment tu vois ces deux projets? Je vais juste dire que nous avons, disons, donné un sous-thème autour de l'eau à ces deux projets parce qu'on partait du trop d'eau sur la Camargue et de ces probables des menaces que ça représente pour le territoire, ou pas du tout d'eau, en tout cas pas du tout de neige à la montagne, et ce que ça représente comme évolution possible pour le territoire, d'où cette thématique relative à l'eau et donc la présence de notre hydrologue Carmen de Jong. Carmen, the floor is yours. Merci beaucoup pour l'invitation, pour la discussion. D'abord aussi, bravo aux deux groupes pour ces présentations et travaux de très, très haute qualité. Si je peux commencer peut-être à lier les deux d'abord et puis peut-être on peut un peu aller dans les détails des deux différentes thématiques. Je pense que ce qui lie les deux sujets, c'est vraiment les enjeux du changement climatique et changement des territoires. Les intérêts économiques avec, on voit aussi un certain blocage parce qu'on est venu de loin et on est habitué à un certain modèle et c'est très, très difficile d'en sortir. Puis presque une sorte d'opposition entre l'écosystème naturel et le développement économique. Pas seulement un écosystème naturel, parfois aussi un écosystème extrêmement protégé, comme le cas dans la montagne, dans le parc de Ballons des Vosges ou dans certains endroits de la Camargue. Et puis, ce qui est très, très intéressant, et ça, c'est pas seulement un fil rouge qui traverse vos deux sujets, côtières et montagne, c'est ce changement de paradigme extrêmement important, très positif, qui vient plutôt de manière bottom-up, qui vient de l'intérêt de vous jeunes dans les différentes écoles et de point de vue plus de la formation, mais surtout aussi venant des acteurs locaux, de cette
dynamique de bottom-up. Et ce que vous avez aussi montré, cette importance d'essayer de lier cette bottom-up des acteurs locaux avec les instances politiques. Alors, l'exemple de la Camargue, on a vu que vous êtes déjà au niveau très abouti, au niveau international de présenter votre projet, mais aussi des expositions avec des acteurs locaux pour discuter, parce que souvent on est dans des tours d'ivoire, hein, on est trop isolé et on a une idée qui est peut-être formidable, mais pas réaliste. Et c'est très, très important donc d'avoir ce retour local. Et c'est ce qu'on voit aussi pour les Vosges, qu'il y a une certaine dynamique. Et ce que me plaît beaucoup pour ce cas des Vosges, c'est que c'est souvent des individus, on voit ça aussi dans les Alpes, un maire qui a cette idée, voilà, on souhaiterait maintenant sortir du ski, on voit qu'on est au bout du souffle et il faut voir quelle est l'alternative et comment on peut maintenant progresser. Et le point de vue individuel peut être très fort. On voit qu'après, il y a des associations environnementales ou des collectivités locaux qui peuvent l'appuyer. Mais en même temps, il y a aussi ces problèmes politiques, ce que j'ai évoqué au début, qu'il y a une inertie politique liée à des conflits d'intérêts très souvent qui empêchent qu'on bouge, qui empêche, on voit qu'on est vraiment au bout, on a un pied de mur. Il fallait déjà bouger il y a très longtemps, mais il y a un certain blocage. Et ça, c'est, oui, ça croise vraiment tous les thématiques. Aussi, les thématiques dont je travaille au moment dans l'agriculture sont très similaires. On voit qu'on ne peut plus continuer avec le modèle actuel, mais qu'en même temps, il y a plein des propositions qui se font. Alors, Panos, je ne sais pas si c'est prévu que je pose quelques questions. Oui, c'est obligatoire. Oui. OK, alors on va commencer à l'inverse du cycle d'eau de la Camargue et après au Vosges. Alors d'abord, je trouvais très très intéressant de lire votre travail parce que c'est une approche très interdisciplinaire que vous avez prise. C'est pas facile d'aller de la géographie à l'histoire, géologie, écologie, changement climatique, mais c'est justement ça pour d'abord identifier les problématiques et l'évolution. Alors, vous savez, en tant qu'hydrologue, je vais peut-être poser d'abord des questions un peu plus hydrologiques. C'est vrai que l'eau traverse toutes ces thématiques, mais une chose qui est quand même un très grand enjeu avec les changements climatiques, c'est pas uniquement les crues. Hein. Vous avez montré des modèles des crues et des crues bien plus importants qui se sont produits dans le passé. Et oui, Dieu merci, si on aurait une crue comparable aujourd'hui, on serait vraiment pas bien préparé. Mais l'autre problème, c'est aussi les étiages. Et je ne sais pas à quel point vous avez un peu creusé ce sujet parce que vous avez bien évoqué que le débit a diminué par 90% et les transports de sédiments aussi. Comment vous voyez ça pour l'entretien de vos zones humides et l'entretien de votre modèle d'urbanisme? Si à l'avenir, il y aura encore, parce que c'est ce qu'on prévoit quand même, des étiages encore beaucoup plus marqués dans le Rhône, avec toutes les relations avec la nappe et la mer. Est-ce que vous avez un peu de réponse à ça? On a déjà pu discuter avec des hydrologues et ce qui est intéressant en Camargue, c'est vrai que si le Rhône continue à baisser en termes de débit et du coup être en période d'étiage, on se rend compte que ce serait la mer qui prendrait le pas et du coup qui remonterait dans le fleuve du Rhône, hein. Du coup, ça ferait en sorte qu'un peu comme les estuaires, ça serait davantage un fleuve qui serait salé. Et du coup, après, ça impose comme question également sur si le fleuve s'avance davantage dans les terres, ça risque d'impacter également la plaine alluviale. Et du coup, la plaine alluviale, suite à l'influence de cette mer qui rentre par le fleuve, crée des sortes d'intrusions salées.
Et c'est vrai que plus le débit va diminuer et plus l'eau va se raréfier, plus la question de la gestion de l'eau douce sera problématique dans ce territoire. Et toute la question, c'est vrai que dans le futur, serait de comment on pourrait allier, soit au final une sorte de repli des cultures qui nécessitent l'eau douce, et du coup une adaptation vis-à-vis de ce phénomène-là, ou soit prendre une position qui serait de concilier la diminution des débits et du coup des étiages avec, par exemple, mettre en place des dispositifs un peu comme on a pu le voir avec les peupliers ou la riziculture qui fait diminuer le taux de salinité des sols, hein. Et du coup, ça risque de créer des conflits prochainement sur la gestion de l'eau douce du territoire. Et c'est vrai que c'est des questions que beaucoup de personnes ne souhaitent pas forcément aborder tout de suite parce que c'est problématique de savoir comment on hiérarchise un peu ces différentes valeurs. À qui on donne d'abord l'eau? Est-ce qu'on donne d'abord l'eau à la question de la production? Est-ce qu'on donne d'abord l'eau à la question de la population? C'est assez compliqué à gérer. Surtout qu'il va y avoir des périodes de très fortes crues et des périodes très sèches. Donc, il y a toute la question de comment est-ce qu'on stocke l'eau et comment est-ce qu'elle reste potable. Qui n'est pas du tout, en Camargue, en tout cas, c'est pas du tout une question qui est assez anticipée, alors que ça va être une réalité très bientôt, quoi. Mhm. Oui, mais en termes d'architecte, vous avez quand même beaucoup d'innovations et d'idées de recycler l'eau dans les bâtiments, dans les quartiers, euh, utiliser l'eau grise, l'eau noire. Je pense que vous avez des idées très avancées comment de gérer l'eau sans qu'on va dans la direction qui est plus néfaste pour l'environnement de stations de désalination, hein, qui détruit beaucoup l'écosystème marine. Oui, mais je pense que c'est quelque chose qui va nous toucher ou vous toucher dans la Camargue et dans le Sud plus même que le cru, parce que cette manque d'eau touche des très grands territoires et cependant la crue va toucher une zone spécifique. La question avec les nappes phréatiques, hein, de l'influence entre le fleuve avec l'écoulement d'un nappe phréatique et comment il faudra du coup gérer la question du pompage des eaux dans ces nappes, hein. De voir c'est est-ce que la création beaucoup de personnes posent la question, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des nappes phréatiques artificielles en utilisant par exemple, les puits de forage déjà existants ou c'est vrai que comment on vient stocker cette eau pour le futur, hein, dans les sols par exemple, serait une sorte d'alternative, hein, un peu à cette adaptation dans ce territoire, hein. Vous pourriez imaginer peut-être aussi des maisons flottants, etc., dans l'avenir, s'il faudra faire face à oui, des crues ou l'autre chose que m'est vraiment venue avec votre travail, c'est la problématique de remontée du niveau de la mer, pas Mhm. seulement en termes de salinité, vous avez déjà évoqué des idées très innovantes sur vos îlots et l'ancien savoir comment habiter, mais ça, c'est déjà un problème et tous les pronostics montrent qu'avec la fonte des glaces et des glaciers, il y aura encore plus de remontée du niveau de la mer. Avec ça, on aura pas seulement le problème de l'eau, mais aussi le problème d'érosion, hein. L'érosion de la mer, parce qu'on est dans un système aujourd'hui très, très artificiel dans le delta du Rhône, parce qu'on a trop de barrages. Les barrages retiennent tous les sédiments. Et avant, les sédiments ont pu un peu faire l'effet tampon à l'érosion de la mer, qui n'est plus le cas. Alors, le plus qu'on contrôle le terrain en termes de canalisation et de urbanisation des espaces, le plus qu'on réduit l'espace tampon, le plus qu'on fait en sorte que l'érosion s'empire, hein. Oui, mais j'ai une question par rapport à votre troisième scénario avec la diplomatie. Euh, dans vos images, ce que m'a beaucoup plu, et j'espère que j'ai
bien interprété ça, c'est que vous allez laisser le delta, vous allez laisser un peu ensauvager la zone deltaïque. Oui. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de zones humides et des zones naturelles sur ça. Alors, est-ce que vous avez d'idées à quel point ça sera bénéfice et à quel point ça pourrait aussi un peu être un risque pour vos zones urbanisées? En fait, on s'est rendu compte que pour pouvoir générer cette nouvelle géographie un peu plus deltaïque, hein, avec ces questions de la lagune un peu habitée, on s'est rendu compte qu'il fallait agir vraiment sur le bassin versant et comment on pouvait augmenter la question du débit hydraulique et sédimentaire. Du coup, en augmentant le débit sédimentaire et en laissant à ce moment-là, du coup, l'embouchure se redéplacer naturellement, ça permettrait aux sédiments et du coup à la mer de nouveau charrier naturellement les sédiments sur le long du littoral et naturellement, elles viendraient s'accréter sur les plages, s'éroder à d'autres endroits, mais ça permettrait l'insertion d'un nouveau cycle naturel de gestion des plages. Et du coup, ensuite, l'homme, dans ce phénomène-là, dans ce processus qu'on vient réensauvager, il viendra accompagner à ce moment-là cette formation un peu dunaire du littoral. Et du coup, c'est comment on recrée un processus et comment l'homme accompagne, dans lequel à ce moment-là, il pourra, grâce à son accompagnement, venir habiter cette nouvelle lagune, hein. Et c'est vrai qu'on s'est sur ce principe-là pas mal basé sur l'exemple vénitien, comment à Venise, très tôt dans leur histoire, ils ont pris conscience du lien entre les eaux de la lagune et leur arrière-pays, et comment cette connaissance fine de gestion intégrée un peu du territoire leur a permis de maintenir l'état actuel. Il y a une forme de coexistence entre les deux, même si actuellement ils ont d'autres problématiques, mais quand même maintenir une relation assez intime entre l'homme et la nature, hein, dans ce territoire. Oui, c'est vrai, je connais la lagune de Venise très bien parce que j'ai fait plusieurs tours avec des experts. Ils sont un peu plus directement frappés par les crues, mais il y a aussi un grand dilemma entre la préservation de l'écosystème et toute la protection de crues qu'ils ont mise en place et aussi le niveau du sol hein, qui est en train de tasser toujours plus, qui est vraiment très grande problématique. Mais je trouve, pour terminer avec votre projet, l'idée est vraiment très intéressante de travailler ce changement de paradigme en aval, en amont, et pas en amont, aval, comme on le fait traditionnellement, de vraiment mettre plus sous pression les acteurs en amont, Genève, etc. et de réfléchir l'avenir, parce que pour le Rhin, c'est un peu la même chose. On a créé tellement de problèmes, parce qu'on est vraiment en train de réfléchir quelles sont les alternatives qu'on peut mettre en place. Merci beaucoup. OK, alors c'est maintenant Camille et Marie. Et c'est une thématique qui est très, très proche de mes recherches parce que je travaille beaucoup dans les Alpes et la moyenne montagne. Et j'ai bien apprécié votre vue très critique des choses. C'est vraiment bravo, parce que vous n'êtes pas des climatologues ou des géographes, mais vous avez vraiment identifié les problématiques clés que ne se fait pas toujours, hein. Même des collègues qui sont plus proches, ils ignorent souvent certaines choses parce qu'on va avoir un climatologue qui va que regarder le changement climatique et un hydrologue va que s'occuper de l'eau, mais vous avez bien identifié les problèmes de l'eau parce que c'est vraiment ça, c'est la ressource en eau qui va vraiment contrôler s'il y a le ski ou non, parce que le ski aujourd'hui à ces altitudes-là ne se fait quasiment plus avec la neige naturelle, mais que avec la neige artificielle. Et s'il n'y a pas assez d'eau disponible, c'est l'enfer. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, que vous avez identifié les Vosges comme château d'eau, ça c'est très, très important parce que c'est vraiment, on a déjà assez de soucis avec l'eau potable les derniers 10 ans. Les petites communes qui sont approvisionnées en eau potable, c'est déjà, vraiment, ça montre qu'il y a un très, très grand problème.
mais ça devient encore plus problématique dans les stations parce qu'ils consomment souvent 10, 20 fois plus d'eau que les stations sans ski. Sans les skis. Pourquoi? C'est pas seulement l'enneigement artificiel, mais c'est aussi la consommation en eau exagérée des touristes en hiver. Alors, ce que j'ai aussi bien apprécié, c'est votre analyse du changement climatique avec toujours moins de jours disponibles pour la saison hivernale. Et ça, c'est vraiment une réalité qui n'est jamais assez mise en avant. Il y a une semaine, il y avait un nouveau rapport, nouvelle publication qui était venue de la Belgique, qui était discutée dans les dernières nouvelles d'Alsace ici. Mais la tonalité de journalistes, c'était OK, on peut encore tenir comme on veut jusqu'à l'année 2050, 2100, ça va seulement toucher tous ceux qui sont dans les basses altitudes, mais on sait bien que ça va toucher les autres. Pardon, pas seulement les basses altitudes, mais aussi les autres altitudes. Et les modèles, ils montrent qu'on perd les jours d'enneigement et qu'il faudra déjà depuis longtemps changer de stratégie, changer des paradigmes, mais on ne fait pas. Et dans les discussions des articles DNA, on voit bien que les citoyens disent on connaît déjà tout sur le changement climatique, on connaît déjà tout sur les problématiques d'eau. C'est devenu dans le Vosges uniquement maintenant une discussion protection de la nature ou protection du tourisme ou développement du tourisme et que la réponse c'est clair. On ne peut plus continuer avec le modèle actuel. Alors, c'est très, très important et unique que vous avez fait parce que je n'ai jamais vraiment vu un modèle si abouti de après-ski, ce que vous avez mis en avant. Et c'est aussi vraiment cette combinaison de choses que vous avez présentées qui est important. Le laboratoire de fromage ou un peu le musée, direction du musée des textiles pour un peu rappeler ce qu'il y avait avant. Maintenant, peut-être je commence aussi avec une question d'abord hydrologique et après un peu politique. Est-ce que dans vos réflexions, vous avez un peu pris en compte aussi les problèmes de sécheresse estivale et les sécheresses hivernales qui se produisent de plus en plus et comment sera votre consommation ou économie en eau de vos hôtels, restaurants, etc., de votre espace de travail? La problématique de l'eau, on l'avait identifiée dès le début avec la pression justement sur les ressources. On avait fait une diapo avec justement le touriste, sur quelles ressources il faisait pression. Et en fait, dans les Vosges, il faut savoir que l'eau la question de la pression sur l'eau, elle est vraiment très importante. Il y a même des mouvements anti-jacuzzi et contestataires qui sont nés dans ce massif. Donc l'idée, c'était justement de pas avoir un flot de touristes qui viennent l'été appuyer encore plus sur la consommation des ressources qui sont déjà plus... où il y en a déjà plus assez pour les locaux. Et donc, les bâtiments, il y avait la question de l'eau avec la prairie habitée, l'infiltration de l'eau aussi. Il y a une tourbière donc en contrebas qui était justement utilisée pour faire de la neige artificielle. Et là, l'idée, c'était de réactiver donc cette tourbière, de la redonner à la nature. Donc, vraiment, le plateau bas était plus du tout impacté normalement par l'homme. Et donc, plus s'implanter sur le plateau haut qui, lui, était déjà complètement imperméabilisé avec cette grande nappe de bitume qu'on a vue. Donc l'idée c'était au fur et à mesure d'essayer de revégétaliser cette place et avec les toitures à un pan de venir donc utiliser l'eau qui tombe pour infiltrer notre prairie. Aussi, je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit pendant la présentation, mais tout au long quand même, des 4 mois de recherche pour ce travail, on s'est quand même vraiment posé la question. Enfin,
au-delà des échanges qu'on avait pu avoir avec l'architecte des bâtiments de France, où il y avait quand même cette question de dire est-ce qu'il faut vraiment reconstruire sur la station, parce qu'inévitablement, même en essayant de proposer un projet assez, assez simple qui s'intègre au niveau paysager et assez modeste dans ses dimensions, euh, on s'était dit à un moment, enfin, le premier hôtel a été détruit, on laisse la station comme ça servira simplement voilà, de point d'accueil avec l'hôtel qui est en train d'être réhabilité, pardon, mais on s'en tient à ça. Et pour autant, voilà, enfin, le site était tel qu'on s'est dit, on a quand même envie d'essayer de proposer quelque chose. Et avec la proposition qu'on a essayé de faire, on espère en tout cas que ce sera un tourisme et aussi des locaux différents qui viendront pratiquer la station et sans doute de façon plus modérée et aussi en nombre, dans tous les cas, moins conséquent que le nombre de touristes qui peut pratiquer, enfin qui a pu pratiquer, pardon, la station quand c'était encore avec les remontées mécaniques. Voilà, donc je pense qu'on a essayé de se reposer entre guillemets un petit peu là-dessus en disant que dans tous les cas, même une fois qu'on avait pris la décision de reconstruire au niveau de la station, ce serait fait différemment, avec moins de monde et du coup une consommation plus limitée. Voilà, Oui, même si ça a été une question pour nous jusqu'à la fin, je pense. oui, c'est certain que la consommation va fortement diminuer d'un côté ou l'autre l'hiver. Alors, une dernière question concernant, vous avez dit qu'il y avait des réactions mitigées sur ce que vous avez proposé. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose aussi sur le niveau politique? Est-ce qu'il y avait des barrages un peu politiques à certains niveaux? Sur ça, ou certains qui étaient encore convaincus, parce que ce que je vois parfois, c'est même après 10 ans, 15 ans, on veut revenir sur le ski et trouver des investisseurs. Est-ce que vous avez eu ce type d'écho aussi? Déjà, il faut rappeler que l'importance de la neige dans les Vosges, elle est telle que quand la neige venait à manquer, ils partaient sur les crêtes vosgiennes avec des camions pour aller chercher de la neige pour alimenter les stations de ski. Donc c'est vraiment, pour eux, c'est essentiel et c'est tout un pan de l'histoire du massif, les sports d'hiver. Donc forcément, les avis, ils sont enfin, ils divergent. Il y a surtout une logique de développement de 4 saisons qui est proposée, mais qui finalement continue à alimenter un peu ce tourisme standardisé et puis cette pression sur les ressources. Et enfin, la preuve que aujourd'hui c'est pas encore dans la conscience de tous justement ce changement, c'est que la maire et les élus n'ont pas voulu nous rencontrer. Donc ça a été un peu un point bloquant pour ce projet parce que enfin on aurait aimé faire ça en collaboration plutôt avec eux pour imaginer le futur du territoire, mais voilà, ça s'est pas fait. Donc je pense qu'il y a encore oui des stations qui veulent continuer dans le modèle de développement économique qui est existant en pensant qu'on pourra continuer encore plusieurs dizaines d'années. Là aussi, peut-être pour revenir sur les projets qui sont en cours pour la station, ce qu'on pourrait ajouter, c'est que, alors aujourd'hui, il y a deux nouveaux propriétaires qui sont propriétaires de l'hôtel là qu'on a pu voir, qui est en train d'être réhabilité, qui sont propriétaires également de tout l'espace bitumé où le deuxième hôtel a été détruit il y a 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Et en revanche, la mairie, elle est restée propriétaire ou redevenue propriétaire du front neige et des pistes et des remontées mécaniques. Et nous, on a pu rencontrer l'un des deux nouveaux propriétaires de l'hôtel et du bas de la station, on va dire, si je peux dire les choses comme ça. Et déjà, entre ces deux propriétaires-là, au niveau de la station, donc les deux repreneurs et la mairie, il y a des positions qui sont très différentes parce que les deux nouveaux repreneurs, ils aimeraient revoir la station vivre, mais pas forcément en se basant uniquement sur la réactivation des remontées mécaniques et des pistes. Là où sur la mairie, il y a des communications qui sont faites encore assez régulièrement sur le site même de la mairie de Ventron. Et on voit vraiment, il y a même un collectif qui s'est monté, alors je ne sais pas s'il existe encore, mais pour la réouverture de la station et des remontées mécaniques. Donc dans tous les cas, il y a une situation qui est assez complexe parce que
les deux acteurs, on va dire, principaux propriétaires de la station n'ont pas la même vision pour le devenir de ce site. Merci, mais espérons que votre projet sera un projet de bonne pratique et qu'on pourrait le tester pour une fois et faire l'exemple. Oui, merci beaucoup à vous tous. Je pense que ce dernier dialogue était superbe, surtout parce qu'il a mis en évidence la difficulté et le rôle très sensible politique de l'architecture aujourd'hui. Et je pense que nous on découvre chez les jeunes diplômés un rôle d'agitateur, ou en tout cas vous vous mettez sous lumière des situations, des scénarios que les politiques ne sont pas encore prêtes à accepter, n'arrivent pas encore à saisir et certainement ne peuvent pas non plus encore les représenter vers le public, vers disons, le citoyen, de manière que ce soit sérieusement discuté. Nous sommes, en tout cas, personnellement, je suis épaté du sérieux de l'analyse d'abord, de la recherche, qui évidemment a pris beaucoup d'espace et de temps dans votre travail de diplôme. Et c'est, pour le coup, ça a laissé un espace beaucoup plus modeste et certainement beaucoup plus, je dirais, modeste dans le sens aussi moral, réservé en termes d'architecture. Vous vous êtes réservé en architecture parce que là, il y a des choses plus sérieuses à discuter, quoi. Voilà. Et souvent, dans les écoles d'architecture, cette approche n'est pas évidente, n'est pas acceptée parce qu'on voudrait voir quand même des formes et des bâtiments et des trucs et des choses grandes, moins grandes, etc. Alors que là, c'est votre position semble, à mon sens, prendre toute la mesure du problème qui est en train de nous arriver et de l'annoncer, et en tout cas d'exprimer les sentiments de modestie, donc de petitesse des hommes face à la situation qui nous arrive. Et j'espère qu'un jour, les acteurs politiques vont saisir le message qu'on est en train de leur passer. Et Carmen en sait quelque chose parce elle a eu sur elle-même des expériences assez complexes avec les acteurs sur la neige, sur la montagne, etc. par le passé. On les connaît, on est très fiers de l'avoir avec nous aujourd'hui, vivante. Moi, je voudrais aussi remarquer le fait que, en attendant que quelqu'un réagisse, hein, vous n'êtes pas, enfin, il n'y a pas d'obligation, mais justement, sur les formes architecturales que les deux équipes ont utilisées pour exprimer justement cette phase transitionnelle. Effectivement, enfin, je ne sais pas si je peux l'exprimer comme ça, j'ai l'impression qu'on va passer par une phase archaïque, une nouvelle archaïsme de l'architecture, dans le sens où on va devoir repenser de manière très simple et très rudimentaire le mode de vie qu'on doit réinventer pour adapter nos quotidiens au changement climatique. Et ces formes rudimentaires, moi je les appellerais archaïques dans le sens qu'ils ne sont pas classiques, elles ne sont pas renaissantes, elles ne sont pas raffinées, elles peuvent être assez simples. Et cette simplicité, pourtant, ne veut pas dire manque disons, d'une certaine forme de qualité, question de proportion, question de matière, de matériaux, des fonctions, y compris techniques. Euh, Il y a aussi certainement un problème de programme, de programmatique. C'est-à-dire, si on passe dans une phase, on scénarise de manière transitionnelle les territoires, est-ce qu'on aura les mêmes usages qu'aujourd'hui? Ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore à comprendre. Est-ce qu'on peut imaginer des usages qu'on ne peut pas encore trouver? Par exemple, euh, une forme d'artisanat quotidien. Le manque, par exemple, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas d'électricité? Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas des métaux rares et donc on n'a pas des... La ville, enfin, la montagne n'est pas smart. On parle de smart cities, est-ce qu'on peut parler de smart montagne ou de smart littoral? Et qu'est-ce qui se passe dans le cas où il n'y a pas tout ça? Et on revient à une vie extrêmement simple, où on ne peut pas se déplacer suffisamment pour aller chercher son pain quotidien au supermarché il y a 20 km, etc. Donc, des questions relatives au fonctionnement programmatique des territoires en train de s'ajuster, de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, reste ouvert. Je ne sais pas s'il y a des réactions là-dessus.
Est-ce que vous avez pensé, Marie, Camille ou Mathieu, Liam, sur ces questions, sur ces nouveaux usages qui ne sont pas encore là, pour qui il n'y a pas de preneur, il n'y a pas d'exploitant, si vous voulez. Parce qu'un exploitant va faire ce qu'il peut exploiter aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans 20 ans, 30 ans, par exemple? Très bonne question. Non, je ne sais pas si, bah, vu que c'est des usages qui n'existent pas encore, en tout cas, nous, ce qu'on a essayé de faire dans le projet, c'est pas forcément de chercher à savoir ce que ça allait être, parce que on peut pas, enfin, ça sert à rien d'essayer de prévoir ce qui va se passer. Enfin, dans le terme des usages, de ce que les gens vont faire, on ne peut pas savoir ce que les gens vont faire de tel ou tel endroit. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est de favoriser les transformations et l'apparence d'espace ou de nouvelles possibilités qui vont du coup entraîner des nouveaux usages. Mais en fait, nous, on est juste là pour favoriser, initier ce changement. Et après, voilà, après, les gens, ils font. On va avoir besoin d'eux, en fait, aussi pour qu'ils apportent leur pierre à ce changement. On ne peut pas prétendre tout savoir sur ce qui va se passer. Et c'est absolument pas ce qu'on souhaite faire. D'où essayer de travailler avec l'incertitude, Voilà. à la fois l'incertitude de l'évolution de la nature, hein, mais également l'incertitude liée aux enjeux futurs de la société. Du coup, on initie un processus et on permet à la société de s'en saisir et de venir accompagner en fonction de leurs besoins et usages futurs. OK. Et Ouais. Et Marie et Camille? Nous, pareil, il y avait déjà tellement d'incertitudes dans le projet sur le devenir et sur le climat que c'était difficile d'imaginer des nouveaux usages. Mais on voit que il y a des initiatives qui sont prises par les habitants, donc que le lieu sur lequel qu'on a dessiné pourrait être amené à évoluer. Et je pense que pareil avec les rencontres qu'on a eues, c'est des choses qui se discutent, qui évoluent constamment. Donc on n'a pas vraiment pensé à de nouveaux usages. OK, je pense que là, on a un terrain de recherche assez, à mon avis, fertile. Et penser le territoire par des usages qu'on ne connaît pas encore serait, à mon avis, un terrain vraiment d'expérimentation, voire même d'invention, d'inventivité, sachant quand même qu'il y a quelques certitudes, dans l'incertitude des normes des gens qui se présentent, il y a quelques certitudes. Là où il y a des hommes, il y a besoin de nourriture, d'eau, de protection, quelques besoins basiques qu'il faudrait peut-être voir comment il pourrait être adapté en termes de rythme, en termes de matière, en termes de flux de matériaux qui doivent venir et sortir à des populations qui vivent différemment. Bon, dans l'incertitude, il y a quelques certitudes quand même. Sinon, on peut imaginer aussi, il y a une autre option, et l'espèce humaine l'a montré depuis longtemps, une capacité aussi d'abandon. Les humains ont souvent abandonné durablement des sites. La Terre entière, elle est pleine de sites abandonnés. On parle de Cambodge, bien sûr, mais plein d'autres, enfin, des choses moins exotiques que ça. Et cette idée d'abandon, bien sûr, les élus ne veulent pas le savoir. Enfin, les acteurs ne peuvent pas imaginer l'abandon comme option. Mais on peut imaginer aussi d'abandon organisé, d'abandon stratégique, c'est-à-dire des parties abandonnées en faveur d'autres qui peuvent être moins encore investis, justement pour laisser le territoire, disons, respirer, s'adapter. Et il y a toujours une impression qu'il faut tout contrôler, tout laisser, évidemment, bien sûr, avec la renaturation maintenant, les choses changent en Europe. On imagine qu'on peut laisser les espaces respirer. En tout cas, comme ça, avec ces mots, nous sommes heureux de clore la saison 2024 de Transition Seeds. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir parfois été assez réguliers. On voit et revoit, par exemple, Paul Litsch, qui a été souvent là, Nina Di Toio depuis la Roumanie, Alena depuis Montréal, et d'autres amis de la Fondation Braillard. Nous vous donnons donc rendez-vous l'année prochaine, janvier, pour la 5e édition de Transition Seeds. Merci encore. Bonne soirée. Au revoir.
Merci.